Alors, bienvenue. Je suis Tania Paffenholz, la directrice du Centre de Inclusive Peace and Transition Initiative ici, à l'Institut. Et maintenant, un appel très intéressant concernant islam et djihadisme. Et enfin, avec les langues, on peut faire un mélange. Le panel est aussi en français, mais on peut aussi également faire un mix des langues et vous pouvez poser des questions en anglais ou en français. Et l'idée de cette peine, elle est vraiment de un peu discuter cette polarisation de islam et djihadisme dans les médias et dans le discours ici et dans la région. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour les transitions des CPI et les conflits dans la région, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est maintenant une thématique d'un conflit entre les différentes régions, ou qu'est-ce que ça veut dire vraiment la notion de djihadisme? Et on veut vraiment avoir plus de clarité ici dans la discussion pour vraiment comprendre mieux qu'est-ce que ça veut dire. Et dans ce sens, on a 3 panélistes très intéressants. On a ici professeur Mahmoud Mohamedou de l'Institut de faculté Histoire. Il est très connu au niveau international aussi de son analyse très précise sur la thématique aussi des transitions dans la région et tout ça. Et il a aussi juste retourné de différents voyages et il peut avoir aussi une impression très fraîche de la discussion internationale. Et ici, on a Rida, excusez, Bonkiran, normalement je dis seulement Rida, est-ce que ça je dois dire? Et il est aussi associé à l'Institut et aussi l'ancienne alumni, et il est ici à Centre de développement et conflit, et il est aussi très connu pour il est sociologue, il est très connu pour son analyse de l'islam précisément, et cette thématique, et c'est très, très intéressant d'écouter votre impression de la discussion dans la région, mais aussi ici dans le cercle académique et politique. Et aussi, ici, on a un autre alumna, juste de Master International, Elsa Morena. Elle a juste fait le Master International ici, et elle travaille beaucoup dans la Syrie. Elle était aussi sur place et elle peut nous donner leur impression, qu'est-ce que ça veut dire dans la région et qu'est-ce que la discussion aussi ça veut dire pour l'aide au développement, l'aide humanitaire, cette contextualisation de l'islam et djihadisme en Syrie en général. Et je commence avec mon collègue Mahmoud Mohamedou pour nous donner une impression, une analyse plus générale, qu'est-ce que ça veut dire et aussi quelles sont les différentes notions de cette terminologie et ton analyse. Merci. Merci Tania. Bonjour, bon après-midi tout le monde. D'abord, permettez-moi de donner la bienvenue à nos alumni. Bienvenue dans votre maison. C'est toujours un plaisir de vous accueillir pour cette discussion. Je suis très heureux également d'être ici avec mes collègues, Rida et puis Elsa. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette discussion, je pense, sur cette thématique qui est présentée de manière assez large, je pense, à dessein. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange qui puisse délimiter les contours de, disons, 2 thématiques, une religion, une thématique assez complexe, et je crois que probablement tout le monde va le souligner. Donc voilà l'idée. Je vais souligner peut-être quelques points en entame. Le premier, c'est la difficulté de cet intitulé, mais c'est aussi son avantage, c'est, comme je disais à l'instant, qu'il soit très ouvert. Et cette simplicité nous donne à la fois une religion, donc l'islam, et un précepte, le djihad. Qu'il s'agira donc peut-être d'appréhender de manière succincte, autant que peut se faire, précise. Mais le premier point, c'est qu'il y a énormément à dire. C'est un sujet, le djihad en particulier, donc l'islam, donc c'est une évidence, mais le djihad en particulier est un concept qui s'ouvre à énormément d'interprétations. C'est un sujet qui classiquement, et pas simplement dans l'actualité récente dont Tania a parlé, mais classiquement et avant la période assez complexe que nous vivons aujourd'hui, a toujours fait l'objet de débats riches, parfois âpres, mais certainement des débats
qui ont longtemps traversé cette discussion sur ces thématiques. Alors, je me limiterai peut-être dans les premières minutes, puisque tu nous as aimablement invités à donner quelques remarques préliminaires, à 3 points qui, à mon sens, bordent cette discussion. Le premier est une idée générique, c'est celle de la relation entre la religion et, disons, conflit, même si la thématique du djihad ne se limite pas au conflit. J'y reviens dans un instant. Mais l'idée fondamentalement dans ces discussions, c'est peut-être de prendre un peu de hauteur et de voir qu'on peut avoir une lecture exceptionnaliste de ce qui est l'islam en particulier comme telle ou telle religion, ou l'islam, ou plutôt, et le djihad en tant que concept sui generis. Mais en réalité, je vous invite à partir de l'idée que cette relation, cette thématique entre religion et conflit, comme je le disais, doit être travaillée de manière un peu plus fouillée, un peu plus intelligente à notre époque. Il y a une forme, disons, d'appauvrissement de cette discussion, et c'est malheureux puisque précisément elle est tout autour de nous, dans l'actualité, dans les discussions, et on a fondamentalement besoin de revenir à un peu plus de questions, j'ai envie de dire, scientifiques, historiques, de contextualisation, pour après, dans tous les cas, prendre telle ou telle posture. Là n'est pas le problème, mais en tout cas être mieux informé. À ceci est liée l'idée que le religieux en soi doit être replacé dans ses relations avec les relations internationales, les affaires, les global affairs, comme on les étudie dans notre institut par exemple. Il y a une forme de réflexion sur le religieux depuis une trentaine, une quarantaine d'années, qui est en évolution, qui a lieu avec un passage de certaines époques, des transitions, effectivement, et pas simplement les plus récentes vers la démocratie, mais je pense à l'après-guerre froide, je pense à l'après 11 septembre, à l'évidence, et tout ce grand moment historique a replacé le religieux dans cette discussion, et on doit donc partir de ça, à mon sens, et non pas simplement de la spécificité de ce qui est lié à l'islam et du djihad, même si on doit à l'évidence entrer en matière, et j'y arrive dans un instant. Donc l'idée, c'est de dédramatiser cette discussion, dédramatiser les questions de société qui s'opposent aux sociétés musulmanes, à l'évidence, par rapport à la place du religieux et donc à ce concept de djihad, aux sociétés occidentales où l'islam a sa place également, et comprendre, je dirais, dans sa plénitude cette question fondamentalement, et dans son historicité. Aujourd'hui, en Occident, c'est un deuxième commentaire là-dessus, malheureusement, l'islam est de plus en plus associé à une menace. On l'a vu, là nous sommes littéralement dans l'actualité, c'est regrettable. On a une forme de normalisation de ce discours dans certaines sphères politiques que nous connaissons tous. Un candidat aux élections américaines vient à l'esprit. Cette stigmatisation était presque inconcevable il y a encore même quelques années, je dirais. Et nous sommes entrés dans une forme de normalisation de ce discours qui, je pose problème par rapport aux relations entre les sociétés de ce monde, aux relations entre les civilisations, terme dangereux à utiliser, mais on peut passer l'idée qu'un échange culturel en ce sens a également un soubassement entre guillemets religieux. Le problème vient à mon sens, Tania, du lien qui est fait vite et faussement entre le désordre mondial, ce grand chaos qui se joue depuis ces dernières décennies, les crises financières bien entendu, les crises de la postmodernité, les crises également de la multiculturalité. Pensons aux mots de la chancelière allemande récemment sur l'échec de ce modèle, par exemple, et bien entendu les conflits, à l'évidence, qui se jouent encore au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, et l'aspect irrésolu de ces questions qui bordent toutes ces questions. Donc ce lien est fait souvent par un shortcut analytique qui donne des fausses promesses de comprendre et de mettre en scène ces questions de djihad. Alors qu'est-ce que ce concept, rapidement? Deuxième pilier de mon introduction. Le djihad est un concept, comme je disais, âprement débattu, sur lequel il n'y a pas de consensus. C'est l'idée que je voudrais lancer tout de suite. Il n'y a pas de consensus sur ce concept, mais sur lequel on peut peut-être identifier quelques aspects qui le délimitent. Le premier, c'est qu'il s'agit fondamentalement, le plus précisément qu'on peut aborder cette question, d'un effort. La traduction serait un effort. Étymologiquement, la racine vient de l'arabe jahada, c'est-à-dire mener un effort, un combat, une persévérance, a struggle peut-être en anglais, et donc une forme
d'effort fondamental en ce sens. Dès que ce point est posé, il peut immédiatement, bien entendu, puisque le terme combat que je viens de mentionner, être lié à différents types de combats. Deuxième point, il y a essentiellement, il est reconnu à travers les écrits, les différentes analyses multiples, comme je le disais, on doit souligner ceci, il y a le petit et le grand jihad. Le grand jihad, qui est le plus important, c'est celui d'un travail sur soi, fondamentalement. Une forme de purification éthique, un cleansing, un atonement, comme on dirait en anglais, une forme de discipline éthique qui vient en ce sens-là. C'est le plus grand, c'est le plus important. Il fait écho à différentes thématiques qu'on peut trouver dans diverses religions ou spiritualités qui a à voir avec ce travail sur soi fondamentalement, une forme de combat par rapport à l'imperfection qu'on porte tous, une forme de purification. Le petit jihad, le moins important, mais paradoxalement celui dont on entend le plus parler, est celui d'un combat qui peut être militaire, diplomatique, juridique et économique également. On entend ceci moins souvent, mais également qui est un combat en ce sens. Le point essentiel par rapport à ce petit jihad, c'est qu'il ne peut être déclaré, autorisé que par une autorité légitime, un dirigeant légitime. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? C'est difficile à comprendre, puisque précisément les califes officiels de l'islam qui disparaissent rapidement après les premiers siècles passent symboliquement cette épée donc, aux différents empires qui se suivent, culminant en l'Empire ottoman, qui dépose ceci en 1924. Comment les républiques ou monarchies qui naissent par la suite ont un travail de relation par rapport à cette autorité légitime est toute la question, puisque précisément eux-mêmes sont souvent remis en question par toute opposition qui a toute forme de velléité de les remplacer. Donc ce type de jihad militaire est également, c'est important, prescrit de manière défensive et uniquement dans des domaines, comme je le disais, qui sont circonscrits par une autorité en soi. Alors, les parallèles qui sont souvent faits avec la guerre sainte, par exemple, sont en fait faux. C'est une idée qui est facile, qui peut s'apparenter, c'est une erreur relativement compréhensible, mais en réalité, la guerre au nom de la religion, qui n'est pas évidemment spécifique à l'islam, n'est pas le parallèle par rapport à ceci. Ce qu'on appellerait en arabe donc al-harb al-muqaddasa, c'est-à-dire la guerre sainte, est en fait presque un néologisme qui apparaît bien par la suite. Nous ne sommes pas dans le registre qui est celui de la guerre sainte telle qu'elle existait dans la chrétienté par exemple, ou du concept judaïque de la milchamet mitzvah, qui est autorisé, qui est mené au sens d'une guerre religieuse en ce sens, même si à l'évidence, le jihad est fondamentalement une doctrine, comme je le disais, d'un effort spirituel, mais dont l'action militaire est une forme qui existe, une manifestation qui est autorisée. Mais le terme tel qu'il est complet, c'est le jihad fi sabilillah, c'est-à-dire le jihad dans la voie de Dieu de manière générale, en ce sens. Troisième point sur lequel je vais terminer, c'est le retour de cette thématique aujourd'hui. Alors, le retour, disons, l'arrivée peut-être, on peut même dire, du jihad dans la scène actuelle, même si on peut le trouver utilisé auparavant dans des périodes, la période coloniale par exemple, qui est une période où l'opposition aux différents colons se joue sur un mode nationaliste et pas religieux. On trouve parfois dans les représentations de telle ou telle politique un leader moyen-oriental, nord-africain, dans lesquels son action militaire est présentée comme un jihad pour, disons, je ne sais pas, l'émir Abdelkader en Algérie viendrait à l'esprit, ou Omar Mortar en Libye ou autre, alors qu'en fait, ils sont dans des logiques essentiellement nationalistes. Dans les deux cas, ils ont certaines religiosités, d'où cet exemple. Mais je dirais l'appropriation ou la réappropriation du concept est quelque chose de très récent. Elle se joue à partir des années 60, les années 70 et jusqu'à présent. Nous avons donc des mouvements islamistes qui apparaissent à travers la région. Vous êtes familier avec cette dynamique et qui, pour ancrer leurs gestes politiques dans une justification qui est liée à la religion, se mettent à utiliser de manière active, travailler, retravailler, réinterpréter, élever fondamentalement ce concept de jihad dont ils utilisent la formulation qu'il est un fard ayn, c'est-à-dire une obligation et qui est donc élevé en ce sens. Immédiatement, je pense qu'on voit trois choses qui se... Le premier, c'est une élévation du petit jihad au lieu du grand jihad. Deuxièmement, il lui est donné une charge politique. On peut voir une forme d'idéologisation d'un concept éthique, comme je disais. Et troisièmement,
il y a une forme, et c'est très important puisqu'on arrive maintenant à l'aspect violent de la chose, il y a une forme de délégitimisation de tout autre croyant. C'est-à-dire une forme, le concept qui vient se lier à celui-ci est celui de takfir, c'est-à-dire les autres acteurs qui ne sont pas donc de bons croyants, de bons musulmans, une forme de prononciamiento qui est fait par ces acteurs au nom d'une lecture, de non-validité de telle ou telle religiosité qui établit une hiérarchie et qui donc se permet, sur la base d'une interprétation personnelle, institutionnelle dans ces groupes-là, un jugement par rapport à ceci. Le djihad, donc compris dans ce sens, est un défi proactif vers des systèmes politiques internes, domestiques, les régimes autoritaristes, mais également tous les ennemis, l'Occident de manière générale, tous les autres ennemis de ces groupes, quels qu'ils soient, au lieu d'être un travail réactif sur soi, comme on l'a dit, en ce sens. Et là, il y a une accélération. Afghanistan 79, nous donne Al-Qaïda 10 ans plus tard, qui élève ça internationalement, bien entendu. Le retour de ces Afghans arabes, comme on les appelle, dans ces pays. L'Algérie vient à l'exemple dans les années 90, une guerre civile qui est éminemment travaillée sur le mode d'un islamisme de plus en plus violent et militarisé. Pensez aux différents groupes. Et petit à petit, naît cette ossature d'un djihadisme, qui est un néologisme très récent en fait, moderne. Cette matrice devient disponible et elle est utilisée à la fois par ces acteurs eux-mêmes qui projettent leur vision sur cette interprétation et ceux qui les représentent en ce sens. Donc pour terminer, je dirais que c'est un processus de politisation d'un concept qui est complexe, qui se prête à maintes interprétations. Je ne viens que de vous donner une interprétation d'ailleurs. Et cette sphère prend de l'ampleur de plus, autant les conflits restent irrésolus, autant les régimes restent répressifs, autant l'Occident est interventionniste, autant toutes ces dynamiques se jouent, nous avons de plus en plus ce concept qui séduit des pans entiers. On parle de génération, souvent également d'une jeunesse militante, militarisée, et qui prend ancrage dans ce concept religieux pour l'élever et l'utiliser comme une forme de projection de projets politiques, sociétaux également, en ce sens-là. Right, what we learn is also that you're saying it's enormously complex, it's a historical concept, but now we see a simplicity that is basically in the media, in the discourse, for something that has been there for a long time, and something, I think what is really important, something that is not just there in Islam. I mean, as you said, we had the holy wars, we had all this. So it's a historical battle that takes place basically in transition periods in society. And the main problem, and that's what we see in the discourse also, is how it's politicized, how it's basically used. And I think that's also the problem what we're facing. But I think we have two elements of it. We have the element, how is it used to polarize the discussions between, let's say, the Middle East and the West and the rest, so to say, and how it then becomes also part of politics in the Middle East, and how international powers relate to it, and how even ordinary citizens relate to it, like when the refugees are coming here, they're all kind of Islamists, are they all jihadists, or this mix-up? So everybody is perceived as being kind of radical, and so it's this stamp like jihadist, Islam, radicalization. But what I wanted to also know from you, Reda, is you have been engaged a lot into thinking, what does this all mean for also the challenges within Islam and the discourse in Islamic countries? Because it's not just a Western sort of Islamic, Christian versus Islamic discourse. I think it's also very interesting to see how is the debate going on in the Muslim world, and what does it mean for a developing sort of the theory and everything in Islam, and how that translates back to politics. Can you give us more insights into this? Oui, merci Tania. Bonjour à tous, ravi de me retrouver avec les anciens de l'Institut. Je répondrai à votre question en évoquant d'abord le fait que nous sommes, la thématique islam et djihad est une thématique qui est elle-même en complète transformation. Donc montrer l'aspect, le paysage évolutif et dynamique de ces notions. Le deuxième aspect qui est lié, c'est l'aspect sémantique et sémiotique. Donc sémantique, signification, sémiotique, c'est l'aspect signe, symbolique. Et enfin, à partir de nos expériences de chercheurs, je vais essayer de
puisque nous sommes dans une assemblée extrêmement bien informée, de montrer quelques leçons apprises ou quelques recommandations issues de travaux de terrain en allant à l'encontre, à l'approche des populations qui sont les plus touchées par ces questions de religion et de violence. Concernant l'islam et le djihad, ce sont des notions, on a l'impression qu'elles sont des notions permanentes qui flottent comme ça, mais en réalité, l'islam en tant qu'ensemble, disons, humain, disons, un cinquième, on dit qu'on irait vers le quart de l'humanité serait de confession ou de culture islamique. Les sociétés du monde musulman d'aujourd'hui ne sont pas du tout comme celles comparables à la situation qui prévalait il y a quelques décennies, disons avant même la fin de la guerre froide ou début du siècle ou durant la période coloniale. Donc montrer que l'islam est en évolution et il est, disons, il est travaillé par la globalisation. Il y a une globalisation de l'islam et il y a certaines expressions, certains courants qui ont été mondialisés. Et c'est lié aussi à des déterminants économiques, politiques, culturels. Donc nous sommes vraiment c'est très, très spectaculaire de voir dans les 30-40 dernières années, disons, comment les choses ont évolué. Au sortir des indépendances, nous étions dans une vision beaucoup plus progressiste. Et disons, la référence religieuse paraissait de l'ordre du culturel, mais sociopolitiquement, elle était considérée comme désuète, voire réactionnaire. Et regardez aujourd'hui comme le déterminant islam. Bon, il faut dire aussi qu'entre-temps, nous avons eu la fin de la guerre froide, et il faut dire clairement que depuis, le système mondial est basé sur des antagonismes structurants, et l'islam est le nouvel ennemi métaphysique. Donc ça nous rejoint aux fameuses théories, fumeuses soient-elles, du clash des civilisations, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prégnant. Par rapport à la question du djihad, on a tendance à croire que le djihad est quelque chose qui a une définition précise. Mahmoud a donné une définition claire, disons, scolastique de ce qu'est le djihad, mais je vous dirais que même le djihad a changé considérablement. Si vous prenez la figure de quelqu'un qui n'est pas très éloigné de nous, l'émir Abdelkader, il combat pendant des décennies le colonialisme français, militairement, les armes à la main. Il se rend, il ne part pas en martyr de sa cause, il décide de se rendre pour sauver les populations civiles, parce qu'il y avait une répression des civils féroce. Et, disons, son djihad était, disons, un combat défensif, hein, mais avec des règles claires. Les civils ne sont pas touchés. Je vous rappelle que l'émir Abdelkader, en 1860, des années avant la création du droit international humanitaire et avant Henri Dunant, à Damas, sauve des milliers de chrétiens de la furie des Druzes, lui et ses hommes qui, sans armes, ont protégé par leur corps. Donc il y avait, si vous voulez, et c'est un moujahid suprême, c'est un exemple. Moi j'ai fréquenté assez longuement les dirigeants, un des chefs de la révolution algérienne, Ahmed Ben Bella, ce sont des moujahidines. Ils voulaient libérer leur terre, mais on les qualifiait de moujahidines, ceux qui font le djihad. Et vous allez voir que finalement, la notion va changer, et je dirais que ça a été évoqué, à partir des années 80, le terrain de l'Afghanistan. Et c'est à ce moment-là que, progressivement, il va y avoir une sorte d'internationalisation du djihad, et on ne parle plus de moujahidines. À partir de ce moment-là, on parle de djihadistes, djihadis. Donc cette dimension, presque une idéologie du djihad qui commence à se propager, ce qui n'existait pas. Donc vous voyez, aujourd'hui, on ne parle pas de moujahidines. Hein. Donc ça, c'était un terme multiséculaire. Et cette notion de djihadiyya, c'est une dimension un peu idéologique, c'est un peu comme l'islamisme, hein, par rapport à l'islam. Et on tend à confondre les deux. Donc, comprendre que nous sommes dans des phénomènes extrêmement mouvants et que, évidemment, l'islam est devenu, disons, à travers cette vision belliqueuse du djihad, tel qu'on l'aperçoit, est devenu un acteur déterminant aussi de la géopolitique, mais l'islam est aussi transformé par ces questions. L'aspect sémantique et symbolique, je vois que le temps file, c'est que quand même, ces notions, nous sommes dans un âge de communication et les déterminants symboliques et sémiotiques, surtout un âge de communication, précèdent les guerres conventionnelles. Et je dirais que l'islam et ses référents, comme le djihad, sont extrêmement attracteurs sur le plan symbolique. Donc, vous avez une grande richesse symbolique parce que
ça c'est l'avantage des chercheurs sociaux. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les gens disent le djihad, on ne peut pas le condamner parce que c'est extrêmement positif. Fondamentalement, tel qu'il est décrit, et on a une vision à la fois de ceux qui se réclament du djihad, d'une vision très guerrière, martiale, et de ceux qui combattent les forces, disons, de la communauté internationale, aussi ont une vision très militaire. Or, les gens, si vous n'arriverez pas à condamner le djihad parce que c'est renoncer à une partie essentielle de la foi islamique. Comment sortir de ce dilemme? J'ai découvert qu'en fait, la polysémie, donc la richesse de signification, les gens disent je survis, je travaille, j'élève mes enfants, je fais le djihad. Nous sommes tous des djihadistes. Donc, si vous voulez, il y a le djihad remplit une fonction qu'en sciences sociales on a découvert, Lévi-Strauss, le signifiant flottant. C'est-à-dire que ça peut signifier, je vous assure, tout et son contraire. Et je pense que cette richesse polysémique n'est pas utilisée et nous sommes coincés dans une vision uniquement militaire. Alors, je ne veux pas développer, mais au niveau des leçons apprises, je dirais que par rapport à la radicalisation, à partir d'une vaste enquête qu'on a menée au Sahel, la radicalisation également n'est pas forcément négative. Ça peut être aussi, c'est un destructeur de citoyenneté s'il y a de la violence, si on passe l'étape de la violence, mais ça peut être aussi un accélérateur. Moi, je considère que les mouvements des révoltes sociales qui se sont passées un peu partout, c'est une forme de radicalisation. Le monde aujourd'hui a plus que jamais besoin de radicalisation. Et il faudrait, plutôt que de combattre la radicalisation, créer des pôles positifs de radicalité. Y compris au sein de cet institut, nous avons besoin de pôles, parce que la radicalité, c'est aussi, ça crée la dialectique et ça nous amène à penser. Tout n'est pas négatif dans le radical. Le monde a besoin de changer. Et nous avons radical revient à la racine. C'est une coupure avec les racines, mais c'est une autre manière de faire racine. Par rapport à la question du djihad, une des recommandations que j'ai fait dans un rapport au PNUD, c'est dépénaliser, démilitariser la notion de djihad et lui rendre sa dimension symbolique. Le djihad et l'ijtihad, qui est aussi la forme suprême de djihad, qui est l'effort intellectuel pour trouver des solutions aux problèmes des sociétés, doivent être valorisés. Même en combattant les militaires, disons, les groupes militaires qui se réclament du djihad, on peut valoriser l'effort. Donc la notion d'effort, elle est très très riche. Donc éviter on joue le jeu de l'adversaire en restant dans une vision militaire, policière de ces termes. Enfin, concernant la question de l'islam, une des recommandations, surtout à Genève, c'est que je pense que nous devons favoriser, disons, une institutionnalisation de tous les groupes, les associations et les groupes islamiques qui sont organisés dans les différents pays. J'ai travaillé longtemps au Conseil œcuménique des Églises. C'est une structure remarquable, progressiste, qui participe à la vie internationale. Et il faudrait encourager, disons, un travail qui est lui-même didactique, de rapport à l'autre, intervention dans les questions internationales, et peut-être qui pourrait permettre justement à ces associations islamiques justement d'apprendre un peu comment interagir au sein de la complexité, le défi du pluralisme de sociétés, disons, du XXIe siècle. Bon, je m'arrête là pour le moment. Merci. Thank you very much. I think what we learned from you is very much that it's, as Mahmoud said, it's simplified, but what you are saying is we see this transformation and development of Islam. It's like a constant evolution. And at the same time, which I find really interesting, is that jihad is not just a military concept, how it's often seen here, and especially in the discourse, and that it means really different things to different people. I have a very small brother who studies Islamic Sharia law in Yemen, actually, and as you can imagine, I'm not only happy about him sitting in Yemen, but one of the things they do in this interim, in this very sort of, I always say, in the mountain, like in an Islamic Buddhist monastery, that's what I think. And what they do is they have to go to the ordinary mosques in the region, and they get points if they make Islam understandable to ordinary Muslims. Which at first you think like, this is interesting because you're socialized in a mosque and you're supposed to understand Islam. But what he really reports back is that it's extremely hard to make ordinary socialized Muslims really understand all these concepts and the complexity of Islam. And I think that really shows that even if you are socialized as a Muslim, it's very hard to understand. So what does it mean if now
Western organizations, for example, come to the Middle East, are confronted with a very different culture, different concepts, and vast polarized sort of ideas about what this all means. And I'm happy to ask Elsa how this is, because we're also very proud that our students go out to the field and are able to do their research in the field, actually. And I think this is a big advantage of studying here, and I don't know whether you had that already when you studied, that you were invited with organizations to go to the field, and of course we also take care about insurances and their safety and security when they're going. So you have been in the Middle East, working around Syria, and what is your impression then when we talk about Islam and jihad? What does it mean for the interventions in the humanitarian field that come there and want to help? Merci Tania. Bonjour à tous. Effectivement, je viens donc de finir mes études ici à l'Institut, mais au cours de mes études, j'ai eu la chance de déjà commencer à m'intéresser à cette recherche autour de questions humanitaires en Syrie. Et c'est justement l'opportunité qui me est donnée aujourd'hui est de proposer plusieurs pistes de réflexion sur comment ces questions islam, djihad se recoupent avec des questions d'action humanitaire qui ont des conséquences sur comment pouvoir offrir une assistance. Et finalement, ce n'était vraiment pas si difficile que ça de trouver ces points de recoupement entre ces questions-là. Elles s'influencent, elles sont toujours permanentes. Et donc, moi, je pars d'une hypothèse, et finalement, ce que mes deux copanélistes viennent d'expliquer appuie mon point, c'est que la lecture qui est faite tant au niveau politique, aussi médiatique, des conflits qu'on voit actuellement dans la région, en Syrie, en Irak, il y a vraiment cette prédominance on fait cette lecture à travers un prisme djihadiste, mais djihadiste dans sa conception violente, dans sa conception guerrière, et pas du tout dans celle qu'aujourd'hui on essaye d'expliquer, aujourd'hui on essaye de définir. Et donc, le fait que cette prédominance est donnée aux questions plus de djihadisme violent laisse complètement à la marge de l'analyse, tout simplement peut-être de se poser des questions, quelles ont été les causes premières qui ont créé ces révolutions, qui ont créé ces conflits, où la composante djihadiste n'existait pas à la base, par exemple en Syrie, lorsqu'on regarde vraiment ce qui s'est passé en 2011, et aussi les questions de quelle est l'influence, quelles sont les implications de ces questions sur tout simplement comment offrir cette aide humanitaire. Donc oui, effectivement, grâce à l'Institut, j'ai eu cette première possibilité de me rendre sur le terrain à Gaziantep, en Turquie, après pour d'autres organisations également au Liban. Et on voit que ces questions de djihad, ces questions aussi de malheureusement une sorte de conflation entre les questions islamiques et islamistes, ont une conséquence directe sur ces humanitaires qui essayent de proposer leur aide, leur travail. Donc moi, ce que j'analyse comme première piste de réflexion, c'est que tout simplement, la prédominance donnée à la lutte contre le djihadisme, et on le voit actuellement ce qui se passe en Syrie, l'offensive actuellement sur Mossoul, c'est que donner cette prédominance à cette volonté de détruire un groupe terroriste ou un groupe djihadiste comme on considère qu'est Daesh, laisse de côté, oublie toutes les conséquences qui vont avoir lieu à un niveau humanitaire. Actuellement, une offensive telle que celle de Mossoul crée des besoins humanitaires un précédent. On parle de centaines de milliers de personnes déplacées dans les premières semaines d'une attaque. Et donc là, je vois que non seulement vouloir combattre ces groupes djihadistes crée des besoins humanitaires, participe à la création de ces besoins, mais en plus complique la tâche de ces humanitaires qui essayent de répondre à ces besoins humanitaires, de par les nombreuses législations, mesures antiterroristes qui sont nommées. Il y a énormément d'exemples. On peut penser à la Somalie en 2008, lorsque les Américains ont mis sur leur liste d'organisations terroristes le groupe Al-Shabaab, et du coup une réduction importante de l'aide humanitaire en Somalie. Même chose à Gaza, avec la présence de Hamas. Et en Syrie, en Irak, c'est la même chose à nouveau. Il y a des pans entiers du territoire syrien actuellement où les humanitaires ne se rendent pas, n'ont pas le droit, peut-être, de par leur mandat, de par leur donneur institutionnel, ou tout simplement de par la violence de ces groupes. Et donc actuellement, j'observe ces deux tendances, non seulement le fait que mettre d'abord la volonté de détruire un groupe djihadiste participe à la création de besoins humanitaires, comme on le voit actuellement avec, j'ose dire, l'acharnement sur le secteur est de la ville d'Alep, par exemple, et non seulement le fait que ça complique la tâche des humanitaires. Après, comme une deuxième piste de réflexion, il y a le fait que labelliser certains groupes
comme djihadistes, comme terroristes, et actuellement en Syrie, tout ce qui est l'opposition est finalement terroriste, empêche de poursuivre pour les humanitaires leur action en accordance avec les principes humanitaires qu'on connaît tous. Le principe d'impartialité devient impossible. Comment répondre aux besoins là où ils sont si on n'a tout simplement pas le droit d'établir ces besoins? On n'a pas le moyen de se rendre sur place, de travailler, d'avoir un engagement humanitaire avec ces groupes pour établir où se trouve le besoin. Il y aurait énormément d'exemples. Le fait que MSF ait dû interrompre son activité en Syrie à la suite de plusieurs kidnappings, en ayant moi-même interviewé les personnes MSF France, MSF Suisse qui ont pris ces décisions, ils expliquent tout simplement qu'alors qu'ils pensaient avoir réussi à engager un dialogue avec le leadership de Daesh, ils se sont rendus compte que le message ne passait pas, que la chaîne de commandement n'était pas si claire que cela, et alors qu'ils pensaient avoir réussi à créer ce que c'est assez controversiel, mais cet espace humanitaire pour travailler là-bas, avec des groupes qu'on labellise djihadistes, ce n'est pas possible, et des kidnappings, des meurtres, et tout simplement cet environnement d'insécurité préexiste et perdure. Et donc, comme troisième piste de réflexion, vous voyez que j'ai mes réflexes d'étudiant, je pose plus de questions que je ne donne de réponses. Il y a le problème avec cette influence et cette prédominance de donner au djihadisme ce caractère violent, le fait qu'on ne fait pas assez attention à bien marquer une différence entre l'islam et l'islamisme. L'islam, ce n'a pas tout le temps et ce ne devrait pas être tout le temps lié à une violence politique. C'est une religion. Et donc, actuellement, ce que j'ai pu observer, un travail que j'ai fait avec 2 collègues, c'est tout simplement qu'il y a un manque de volonté de la part de la communauté internationale à soutenir la réponse humanitaire locale, c'est-à-dire des organisations en Syrie, en Irak et ailleurs qui peuvent être des organisations islamiques, mais finalement ici en Europe ou en Occident, on ne voit pas de problème à que certaines de nos organisations humanitaires les plus connues aient une tradition chrétienne et une composante confessionnelle, mais tout d'un coup, si c'est au Moyen-Orient, ça devient un problème. Il y a une vraie réticence à travailler avec ces organisations humanitaires locales. On a peur, on ne cherche pas à les comprendre, on ne cherche pas à savoir quel est leur travail, qu'est-ce qu'ils font, alors qu'ils sont les premiers à répondre sur le terrain aux besoins humanitaires, et alors qu'ils pourraient vraiment devenir un outil important pour justement contrecarrer cette violence politique. Si l'on réfléchit, si l'on aide une organisation syrienne locale actuellement à maintenir des écoles ouvertes, à faire fonctionner l'éducation, à vraiment expliquer, faire un effort de maintenir des jeunes dans un cadre. Il y a une vraie peur d'avoir une génération perdue actuellement en Syrie, en Irak, des enfants, des jeunes qui ont passé énormément d'années sans être scolarisés, mais qui par contre sont confrontés de manière permanente à la violence. Si on soutient ces efforts-là, on peut vraiment être en train de contrecarrer une violence politique. Et après, il y a toutes ces questions à se poser. Quand on combat le djihadisme, mais on ne pense pas aux aspects humanitaires, les conséquences peuvent être plus dures et aussi plus fortes à long terme. Donc, je propose d'essayer de toujours réfléchir à ce coût humain lorsque on voit dans les médias et même dans la politique, on a nommé un candidat à la présidentielle américaine qui met la faute tout le temps sur des groupes djihadistes, mais qui ne pense pas à quelles peuvent être les conséquences de mesures prises contre ces groupes-là. Thank you, Elsa, for this good analysis also of what it means really on the ground, because when we look to countries like Somalia or Afghanistan, where we have seen this now for a longer time and can study it with sort of retrospectively, we really see also the negative consequences of like not engaging with these local humanitarian sort of religious brands, which has been very normal. We accept that the churches do all the services here, but there it's always the terrorists, yeah? So, and it's also interesting when you see the discussions. I just came back from the US. There, I mean, besides the presidential elections, if you can have any other discussion there, you will really feel this like, we don't talk to the terrorists. And that means everything else, also sort of the humanitarian aspect of these organizations is sidelined.
And this really fires back in places like Afghanistan and Somalia, where these groups, because they deliver the services more effectively also, like often the international community altogether, they gain sort of support from the population. So Mahmoud, a question to you, because you have worked a lot on this sort of terrorism and how these groups are seen as terrorists, and we still see that the Supreme Court in the US has not put the ban off to a lot of these groups, but at the same time is the US government and others are really struggling. There's a complete block of the processes in Yemen, in Syria, not a lot goes in Libya, so it's all blocked, and still they do as if these groups don't exist. They're not included into negotiations, they're sidelined, so where we are getting, because we get a very good analysis here. We should understand more, we should reduce the complexity, we should have the complexity, but what does it mean for practical politics now, where to move? Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce qui a été dit, sur cette nécessité de comprendre, de prendre le temps. La dynamique ambiante, dominante, c'est celle de la simplification, du réductionnisme, et donc, il y a un effort, je pense, sur cette question, sur beaucoup d'autres, de maintenir cette pression. Je crois que c'est vraiment le rôle, voilà, du travail d'éducation, du travail du débat, de la cité de manière générale. C'est important. Sinon, nous sommes aspirés, et au bout du compte, vous avez mentionné l'élection américaine, il y a énormément d'enseignements. On aboutit à ça, on aboutit à quelque chose de dramatique pour une société dans laquelle c'est ce niveau, dans lequel, pour revenir à cet individu qui a été mentionné, vous avez un candidat à la présidence qui décrète que s'il était élu, il interdirait d'accès au territoire un quart de l'humanité. Et nous sommes quelques décennies après l'Holocauste, je veux dire, et les étoiles jaunes. Nous sommes dans ce genre de réflexions qui viennent de l'appauvrissement. Ça, c'est un premier point, donc il faut insister. Deuxièmement, et on l'a dit, jihad, pas islam, jihad, conception théologique, mais faiseur d'histoire. Histoire ancienne, histoire contemporaine, c'est un concept complexe. On n'en fera pas le tour cet après-midi. C'est un concept qui est extrêmement complexe, et ce n'est pas simplement une question par rapport à l'Occident. Reda l'a dit, ce sont des débats qui se jouent au sein de ces communautés. Ce sont des débats complexes, intimes, au niveau de la spiritualité d'individus, de leurs relations à leur société, et donc il faut pouvoir travailler ce terreau dans un sens intellectuel pour lui redonner, pour le laver de cette violence qui est devenue sa couleur principale. Gardons à l'esprit qu'il existe cette variante, comme on l'a dit, d'un combat défensif en soi. Je souligne aussi ce qui a été dit par Lida, qui est très important, c'est que même lorsqu'il existe dans cette variance militaire, il est soumis à des règles qui s'apparentent beaucoup d'ailleurs au droit humanitaire international. Protection des femmes, des enfants, de l'environnement, toutes ces questions-là. Donc il y a un débat intéressant à travailler par rapport à ça. Sur ta question par rapport à ce qui se joue au niveau politique international, alors là, on est dans essentiellement une lecture qui est fondamentalement par rapport à la menace que ces groupes représentent. Et là, il faut bien le dire, vous parliez de leur violence sur le terrain, Elsa, ils sont là, c'est effectif. On est passé, d'ailleurs, au-delà, malheureusement, avec le groupe le plus dominant actuellement, il a été mentionné, l'État islamique, Al-Qaïda en amont, et l'instrumentalisation de ce concept, son hijacking, son utilisation à des fins essentiellement terroristes, au sens clinique de la chose, de terroriser des populations, est quelque chose qui pose problème parce que précisément on doit libérer ça d'un débat domestique, mais également au niveau de ces États qui ont, eux, effectivement, une approche principalement policière, militarisée, et ça devient un cercle vicieux. Et ma proposition, enfin celle de mes collègues également, je pense, c'est un petit peu d'élever le débat pour essayer de trouver un peu quelle est la pierre angulaire de cette question qui se situe fondamentalement dans la complexité du concept. Thank you, Reda. There's always a discussion going on like that. You said that we see a globalization also of Islam, and sort of in that sense also the jihadists sort of transfer themselves to different countries. And what we see in places like Afghanistan is that, for example, the Taliban, who are from Afghanistan, you can still talk to them because they are connected with their local communities and have some accountability to their communities. So like local humanitarian arrangements, you can do that with them. When it comes to the sort of more foreign jihadists,
they are much more radical, and they just don't care what people say. Is this also something you see in other places? And how does this globalized kind of notion then comes together with the localized? And what can one do to bring sort of the two together? Oui, alors nos études se sont concentrées sur, par exemple, le cas de Boko Haram, donc, qui couvre une zone, il y a 4 pays, et clairement, Boko Haram a une base sociologique, même si maintenant, et cette base sociologique nous ramène à la question du savoir, parce que, en fait, vous avez un groupe qui se réclame dans son imaginaire d'États islamiques qui ont existé, parce que le problème, c'est que nous sommes dans des États post-coloniaux qui n'ont pas vraiment réussi, disons, et qui n'ont pas fait lien avec la profondeur de l'État, par exemple dans les pays du Sahel. Donc ces groupes se réclament du califat de Sokoto, de l'empire de Kanem-Bornou, qui ont des États qui ont duré, par exemple dans Kanem-Bornou, un millénaire, et qui ont fini à la fin du 19e siècle. Donc, si vous voulez, il y a la volonté de se ressourcer dans une tradition islamique locale, parce qu'il y a une production théologique, etc. Et il y a aussi la globalisation qui fait que, disons que dans la région, l'aide arabe, qui fonctionne très bien à beaucoup d'égards, a aussi concouru à aussi changer les mentalités. La péninsule arabe fonctionne comme une sorte d'Amérique qui fascine. Il y a un aspect qui est lié aussi à un matérialisme, à une visibilité. Il y a quelque chose qui relève de ça, et je pense que l'approche weberienne est une piste heuristique intéressante pour voir les relations entre l'économie et le religieux. Par rapport, par exemple, pour le cas de Boko Haram, on s'est rendu compte que la piétaille, le soldat de base, donc c'est ceux qui commettent ces crimes au quotidien, viennent du système, ce sont des enfants qui viennent du système d'enseignement traditionnel coranique Al-Majiri, qui est un système qu'on trouve au Nigeria, au Cameroun, et au Tchad et au Niger. Et en fait, ce système est complètement déconnecté du système d'apprentissage de l'école normale. C'est-à-dire les enfants suivent un maître, apprennent des rudiments du Coran, et pour vivre sortent et vont mendier. Et c'est un système qui, dans le passé, a scolarisé, islamisé pendant des siècles, qui fonctionnait, mais dans la modernité est complètement anachronique. Et au sortir de cette école, ces gens-là, avant même Boko Haram, étaient utilisés pour des activités criminelles, pour tuer, pour voler, etc. Et donc, quand je vous dis une base sociologique, le Nigeria, on estime qu'il y a 9,5 millions d'enfants qui sont scolarisés à travers ce système, complètement déconnecté de la formation professionnelle, etc. Les gens ne maîtrisent pas le calcul, les langues, etc. Et donc, il y a au moins une moitié qui se trouve au nord-est du Nigeria. Donc voilà, vous avez l'effondrement du système traditionnel religieux, qui peut expliquer aussi cet attrait vers des formes un peu sectaires, extrémistes. Parce qu'à ces gens-là qui n'ont rien, il y a la terreur comme une forme d'économie, c'est-à-dire qu'on leur donne des moyens, etc. Donc ça, c'est clairement une base sociologique dans le cas de Boko Haram, qui lui a permis jusqu'à présent d'être extrêmement résistant, malgré que 4 armées cherchent à le combattre. Thank you very much. So if you hear this, what you make out of this when you are looking from a field perspective, how these, because you said the humanitarian organizations, they're lacking, the international ones, often this understanding. But so if they now work with researchers, if the institute sends the best students and helps them understand, is there any change? Or is it just, because what I observe a lot is that there's a lot of change in concepts, ideas, and analysis, but there's no real change in the practice, how international development organizations do their work. Je crois que je vais répondre aux deux questions en même temps. Pour revenir à la différence avec la possibilité, par exemple, de dialoguer avec les talibans, ce qui ne serait pas le cas avec des organisations plus radicales, j'aimerais peut-être ajouter une couche d'analyse supplémentaire. C'est que, en tout cas, ma recherche qui a vraiment porté sur l'accès humanitaire en Syrie, certaines organisations humanitaires vous diront que ce n'est pas seulement l'impossibilité de dialoguer avec eux, de par leur violence, de par leurs pratiques, mais beaucoup d'organisations, peut-être est-ce pour se justifier, je ne sais pas, disaient que
même s'ils essayaient de dialoguer avec ces groupes armés djihadistes, radicaux, extrémistes, ce n'est pas forcément là où se trouve le plus de besoins. Et là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à ajouter, c'est-à-dire que on diabolise les djihadistes, on a dit, on diabolise et on fait beaucoup de mauvaises interprétations souvent, mais peut-être il faut penser que ces groupes, en attendant, dans certains endroits, sont quand même en train de fournir des services qui, dans le reste du pays, ont été interrompus, sont quand même en train de fonctionner, cherchent à fonctionner comme un État, cherchent à reconstruire un califat. Et du coup, il y a cet élément intéressant de est-ce que certaines organisations humanitaires qui ont un mandat, qui ont des budgets réduits, limités, est-ce qu'elles vont faire l'effort d'essayer d'engager avec ces groupes-là, alors qu'il y a des humanitaires qui disent non mais finalement c'est peut-être dans d'autres régions du pays des villes et des villages entiers assiégés qui ont besoin de plus d'aide. Donc je pense qu'il y a cet élément d'analyse qui devrait être ajouté. Et par rapport à la question de est-ce qu'on voit un changement dans la pratique lorsqu'on apporte de très bonnes idées, il y a un changement dans la pratique actuellement, mais mon analyse, c'est que ce n'est pas fait grâce à l'arrivée des bonnes idées. Les bonnes idées existent depuis très longtemps. C'est à cause d'un besoin. Le fait qu'actuellement en Syrie, en Irak, on travaille de plus en plus grâce à des partenaires locaux, ces organisations locales, ce n'est pas que tout d'un coup, ils ont réalisé qu'ils sont les premiers à être là, qu'ils connaissent la communauté, qu'ils connaissent le terrain, qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils vont être respectés et acceptés par ces communautés. C'est à cause d'un besoin. C'est que ces organisations humanitaires internationales, elles ne peuvent pas ou n'ont pas le droit d'être sur le terrain. Et là, on entre dans tout cet aspect du remote management. Elles n'ont pas le choix que de travailler depuis les pays voisins. Elles doivent vraiment, si elles veulent pouvoir apporter une aide, travailler avec ces partenaires locaux. Et il y a encore trop d'organisations qui voient ça comme tout simplement une situation qu'ils n'ont pas le choix et ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et il y a quelques organisations qui maintenant changent un peu de mindset et se disent ce n'est pas censé être quelque chose de négatif, pourquoi pas de prime abord voir dans la volonté de faire des partenariats, mais pas n'importe lesquels, des vrais partenariats avec ces organisations locales. Et ça implique entrer dans un dialogue, les connaître. J'ai eu la chance avec mes collègues, et il y en a un dans la salle qui est là, qui pourrait vous dire, on a eu la chance pendant ces travaux de terrain de vraiment rencontrer des personnes avec lesquelles il est possible d'avoir des discussions très intéressantes, très tolérantes sur les questions d'islam, sur comment eux-mêmes vivent cette politisation, toute cette polarisation autour de leur discours, alors que pour eux, ce n'est simplement qu'une question personnelle. Et c'est très attristant finalement de voir comment c'est diabolisé. Et ces organisations humanitaires, on devrait plutôt les saluer. Ceux qui composent ces organisations humanitaires locales sont ceux qui ont refusé de devenir des combattants, sont ceux qui ont refusé de répondre par les armes, mais qui répondent par l'aide humanitaire. Donc au lieu de les diaboliser, alors qu'actuellement en Syrie, ils sont catalogués de terroristes par le gouvernement, moi je pars plutôt du principe que leur travail devrait plutôt être valorisé. Merci beaucoup. Je veux vous donner la possibilité de partager des commentaires ou des réflexions ou poser des questions. Oui, on commence là, en français ou en anglais. Oui, il y a le micro est là. Monsieur ici. Bonjour, je vous remercie. Je m'appelle Taimour Eliassi, je suis un ancien de l'Institut. Est-ce qu'on peut écouter votre nom aussi? Oui, je disais en fait Taimour Eliassi, un ancien de l'Institut aussi. J'ai un commentaire sur l'islam ou djihad au Moyen-Orient, et puis j'ai une question rapide aussi. Juste pour resituer le contexte, au Moyen-Orient, il y a plusieurs grands groupes, notamment les Iraniens, les Arabes et les Turcs et les Kurdes aussi. Pour moi, il y a plusieurs djihad. Il y a le djihad arabe qui est dirigé par le pays comme l'Arabie saoudite, qui s'est manifesté dans les faits par son soutien aux talibans en Afghanistan et au Pakistan depuis 1969 et qui continue encore dans la région. Et le deuxième groupe, c'est les Iraniens. Il y a le djihad, l'islam de chiites iraniens qui, depuis son installation du régime en 1979, a pour mission d'exporter la révolution islamique dans le monde et de construire un croissant chiite au Moyen-Orient, ce qui se traduit par le soutien du régime iranien au régime de Bachar al-Assad, aux chiites en Irak, au groupe Zaidi au Yémen
et au Hezbollah au Liban et au Bahreïn aussi dans la région. Et le troisième groupe, c'est l'islam ou le djihadisme turc, qui est traduit aussi par l'actuel sultan, monsieur président Erdogan, avec son soutien avec tous les groupes islamistes ou djihadistes impliqués en Syrie et surtout aussi aux frères islamiques en Égypte et dans la région. Voilà, j'en arrive. Et entre tous ces groupes, il y a un groupe qui sont les Kurdes, qui vivent dans la région, qui sont situés au Kurdistan, partagés entre les 4 pays, qui développent un modèle nouveau dans la région, un modèle laïque où la mosquée est clairement séparée de l'État, est clairement séparé de la mosquée, mais où sont aussi compressés par tous ces 3 groupes dans la région. Et juste pour finir avec la question, depuis 100 ans, on décide du sort du Moyen-Orient depuis le traité de Sèvres, Sykes-Picot et depuis Lausanne. Et là, on est aussi en train de discuter de Genève 1, 2 sur la région, en fait. N'est-ce pas arrivé le temps, en fait, de soutenir ce projet kurde qui serait déjà un tampon entre ces pays qui sont en guerre religieuse, mais aussi un tampon aussi entre l'arrivée de ces djihadistes vers l'Europe aussi. Je vous remercie. Merci, on continue avec le monsieur ici, oui, au milieu. Je suis ancienne. Alors, ce que je voulais savoir, nous que nous avons étudié les années 80, on avait à l'époque des tendances à la guerre froide. Il avait ou bien vous êtes pro-capitaliste, ou bien vous êtes pro-communiste. Et à ce moment-là, je voyais qu'il y avait un équilibre au Moyen-Orient. On ne parlait pas de djihadisme à cette époque-là. C'est pour ça que je voulais poser la question au professeur Mohamedou, qui a fait une bonne introduction, que je suis très content de votre introduction. Est-ce que, dans votre introduction, vous voulez nous dire que la rupture de la guerre froide, il a laissé une vide idéologique dans ces parties du monde-là? Ça, c'est vraiment une première question, pour bien comprendre où est que nous allons. Je voulais aussi dire au professeur, au consultant Benkiran, vous avez fait une très bonne analyse de la question particulière de Boko Haram. Mais je suis d'accord avec vous, comme j'ai enseigné beaucoup l'histoire d'Afrique. Je voulais dire que dans les cas que vous avez dit dans Borno et d'autres empires sahéliens, mais à cette époque, ces violences, on ne peut pas les comparer avec les violences aujourd'hui de Boko Haram. Ma question est que Boko Haram fabrique des armes? Autrement dit, soit tous les djihadistes qu'on a comptés au Moyen-Orient et au Sahel, d'où viennent les armes de ces personnes-là qui tuent les enfants, les femmes, les adultes? Et ils fabriquent des armes ou pas? Merci. Merci. Et la dame derrière vous? Oui, la dame derrière. Merci. Je m'appelle Kathleen Charles, and I'm also an ancienne, and I really have appreciated these presentations. And what I would like to mention is that I think that we're missing some of the context behind what the motivations are of the different actors and the structures that have just been mentioned also of the different types of activist, radicalized organizations. We need to understand what the motivations are in order to render development aid useful, in order to render intervention useful, in order to have a participatory approach to this problem. Because the religion, the Islamic religion, I lived in Africa for many years, and I've interacted with a lot of people from Islam, and the last thing that jihad represents or is even connected with is the religion of Islam, for starters. So how do then we deal with the state of Islam, l'État islamique,
he says, okay, we now are taking responsibility for all of these different violent actions that are taking place and being perpetrated all over and in vulnerable states like in Africa that I have seen and witnessed. And we need to look at the motivations of the different actors and the structures, in my view, in a lot more detail in order to come up with some way of viable solution, some way of being able to have a dialogue on this. Merci beaucoup. Yes. So my name is Walid Abdel Nasser. I graduated from the Institute 25 years ago, and it happened that I wrote my PhD thesis about Islamic movements and international relations, in which one chapter was on jihad. So I particularly appreciate what Professor Mohammadou and Mr. Benkiran mentioned today. And it's very illuminating, particularly for those who don't have really enough background in the subject. I have just 3 brief comments, if you allow me to say. The first is we shouldn't mistake reading the process of globalization in its post-Cold War era with the sort of globalization of jihad, because actually jihad has been always, in a sense, globalized. And not only in the ancient times, but even in the 20th century, and when we had the war in Palestine, you had volunteers from Islamic movements as far as Indonesia going to fight in Palestine, Pakistan, other Muslim and Arab countries. So the process is actually far older than the post-Cold War globalization. The second point is just on what was mentioned by Professor Mohammadou and Mr. Benkiran about this idea of the great jihad and the small jihad. I think this is very important because in the aftermath of the invasion of Afghanistan in 2001 and the invasion of Iraq in 2003, there has been a growing tendency among some of the Islamic scholars and some of the Islamic intellectuals in different, particularly in the Arab countries, to reconsider the definition of jihad and to try to emphasize more the great jihad. I mean, the internal purification, in a sense, both on the individual and collective level. That's to say the need to restructure the self in the Muslim countries and in the Muslim Ummah before talking about any external jihad, actually to reform internally before talking about the external. The third point, I think, is what Professor Mohammadou mentioned about the stages of jihad and definition. I think this is extremely useful to learn, and I would just allow myself to add one more step and one more aspect, that in the contemporary time, there are 2 types of Islamic movements as far as the definitions of jihad is concerned. One that gives priority to jihad still against the external powers. He mentioned correctly the Occident. In the pre-1991, it was also the Soviet Union and the Eastern Bloc, and of course, there has been always towards this idea of depicting an enemy in Israel and in the question of Palestine. But this is one type of groups. The other type is that have been giving priority to the internal jihad, I mean, against the rulers, and that's, for example, Qaeda and Islamic State or Daesh. The problem with this second type of groups that they have increasingly over time, I think, lost some credibility with the Muslim masses, because eventually the people, the ordinary citizens, thought why these people or these organizations had never targeted actually the real enemies of the Islamic Ummah at large, or the Islamic world at large. So I think here there's a sort of discrepancy or contradiction even between these 2 types. Thank you very much. Thank you for these additions. Madame, ici, on peut voir le micro aussi. Thank you. I think we're missing the whole picture if we look into Islam for the reason that jihad has occurred. Of course, Islam offers that possibility, but it's only a remote possibility. It's not a correct characterization in general of Islam. It's so convenient for us to forget that this whole jihad movement in the Mediterranean crescent is a result of our military intervention. We introduced violence. Apart from an insignificant incident in Tunisia, the media has launched this Arab Spring, which came from countries which were basically very satisfied with their government in Tunisia, in Libya, and Egypt, and in Syria, regardless of what our evaluation might be.
And after all, after we send in our planes and bomb these countries, it's normal that, and also we encourage the opposition well beyond the force they represent really politically in these countries. And the second element also comes from us, and that is that Westernization is also feminization. And it's normal that traditionally masculine cultures resist this. And we see it in the young men in the West going to jihad. Most of these people have little or no real understanding of Islam. What are they searching for? They're searching for danger, for adventure, and exploring the world, which to a lesser and lesser degree we offer here in the West to young men, where everything is emphasized on the liberation of women, etc. I was wondering if you wanted to comment on that. Thank you. Monsieur ici. Pas encore? Pas encore. Ça fonctionne maintenant? Voilà. Oui, ça fonctionne. Mon nom est Karim Alexander Kebaili. Je suis un ancien de HEI de 1997. Et je vais parler, je ne suis absolument pas expert en la question, mais je pense vraiment la première victime de ce qu'on appelle le djihad, c'est l'islam lui-même. C'est la religion elle-même. Et il y a plusieurs commentaires qui ont été faits ici, et je pense que c'est quand même très intéressant, parce que c'est une religion, c'est la troisième religion monothéiste, c'est la plus jeune des trois. C'est quand même une religion qui à l'origine était extrêmement libre, extrêmement ouverte aussi à une interprétation personnelle de sa foi. Et finalement, au niveau des principes et des piliers de l'islam, il n'y avait pas du tout tout ce qu'on a mis autour, toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui à l'époque contemporaine, avec le port du voile, avec la position de la femme, avec la violence, tout ça sont des choses qui sont arrivées plus tard. Et j'ai vraiment l'impression que la complexité historique qu'il y a autour de tout ce phénomène, la question finalement du schisme, la question des autres religions, la question des interprétations et de la codification du Coran et de l'interprétation des sutras, la façon dont ils ont des différents groupes, il y a tellement différentes écoles coraniques et différentes, il y a le mouvement salafiste qui est bien connu avec Daesh, il y a d'autres mouvements qui sont beaucoup plus modérés, et c'est donc pour ça que j'ai vraiment l'impression que la religion a été prise en otage. Et il faut lui redonner sa place, il faut lui donner une interprétation homogène, une réforme, une façon de la comprendre à l'époque moderne qui permette d'effacer et d'annuler ces extrémistes et ces terroristes. Parce que finalement, il y a plus d'1 milliard de musulmans dans le monde et il y a un noyau dur d'une 50 000, peut-être maximum 100 000 vraiment de groupes terroristes, de personnes totalement dédiées à ça. Et si vous lisez les textes de propagande qui sont publiés par Daesh, ils sont effrayants de par la qualité de l'écrit. C'est extrêmement bien pensé, c'est très structuré, c'est pas du tout fou dans la façon dont ils le présentent, mais c'est extrêmement violent et c'est sans compromis. Et même une négociation ou une discussion ne serait qu'une tactique stratégique pour arriver à la fin ultime qui, ou bien la conversion des non-croyants, et évidemment une conversion qui corresponde à l'interprétation violente et extrémiste de ces mouvements, ou bien une soumission finalement à l'ordre qu'ils veulent instaurer. Et j'espère qu'il y ait une prise de conscience dans le monde islamique. Je sais qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ne sont pas assez légitimes, qu'il y a un problème au niveau de l'origine de beaucoup de ces nations qui finalement dérive du post-colonialisme et d'un découpage qui ne respecte absolument pas la réalité historique de ces régions. Et c'est là que les peuples, et non pas les gouvernements, doivent se lever et reprendre la voie et reprendre le contrôle, entre guillemets, de ce qu'est l'islam. Merci à tous. Et dernier commentaire du panel. Merci pour tous ces commentaires, ces questions très pointues. Très rapidement, pour donner quelques points de réponse. Alors, monsieur, sur la question de
Tout ce que vous dites sur le Moyen-Orient pluriel est très juste. Je crois qu'il fait écho à la notion essentielle que nous avons avancée, en tout cas que j'ai avancée, qui est celle de la complexité de ce concept, comment le lire. Il y a effectivement plusieurs Moyen-Orient, même si on a beaucoup parlé à juste titre de l'Afrique. Il y a un Moyen-Orient religieux, un Moyen-Orient ethnique, un Moyen-Orient géographique, et dans tous ces endroits, nous avons effectivement une lecture qui sera différente. Vous avez également rappelé, c'est important de le mentionner, on a essentiellement parlé de l'islam sunnite, la raison en est qu'il représente 92-93%, mais il y a également la dimension chiite à ceci, et les différents groupes tout aussi par rapport à cela. Essentiellement, nous avons une lecture du djihad qui est une lecture politique. Je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Comme tous ces grands concepts, la démocratie, le terrorisme, ils se prêtent à des interprétations qui sont éminemment politiques, et on peut placer le terme ici et décréter qu'il représentera telle chose, alors qu'en réalité c'est une prétention politique fondamentalement par rapport à ceci. Il y a le géopolitique là-dedans, vous l'avez rappelé. On aura l'occasion dans quelques mois d'organiser ici un colloque précisément liant la décennie 1910 et la décennie 2010. Donc ça sera dans la Fondation du Bois sur ce siècle géopolitique. Vous avez parlé de Sèvres, vous avez parlé de Sykes-Picot également. C'est des points qui bordent cette discussion. Sur la guerre froide, monsieur, oui, tout à fait. Alors, il y a un deuxième commentaire que je vais faire dans un instant, mais je pense que pour moi, c'est important. La fin de la guerre froide, le début de la fin de la guerre froide marque une rupture dans cette discussion. Il y a une espèce de perfect storm entre les débats dans les sociétés musulmanes, post-coloniales, le combat idéologique, cette période qui prend fin, tout ceci se recoupe, la montée d'une nouvelle génération, l'échec du nationalisme arabe, la montée de l'islamisme politique, qui n'est pas encore djihadiste, qui est simplement politique, et tout ceci donne un coup d'accélérateur à la faveur de ce grand changement d'époque. C'est une capacitation pour ces acteurs qui se donnent aussi dans une qualité de projection qu'on doit souligner, la sophistication de ces messages qui commence déjà avec Ben Laden et qui se poursuit avec les vidéos qu'on voit aujourd'hui en ce sens-là. The question of motivations, I think you're absolutely right. It's fundamental. I think what Reda mentioned is that motivation could be a very intimate issue for some of these people that I'm sure you've met in your travels, but it's also a question of what do we mean by motivation at the level of the state, at the level of the society? How do you actually take this as something that could be engaged with? Constructively, I hear you on that, but I think that fundamentally we're back to what we pointed earlier, which is the malleability of the concept of jihad as such, and the breadth of Islam and its richness, as the gentleman indicated, as I said. Ambassador Nasser, I would agree with you. I think fundamentally globalization of jihad predates globalization per se. I think that's essentially also what Rida meant, but you can comment on that. And thank you for mentioning the debate with Arab intellectuals. They do also conceive of their own neologisms. Jihadiyun is a concept in Arabic that really is impossible to find in any literature before the 1980s, which I think is actually imported back from the West to something else comes to mind. I wrote as you spoke, Islamofascism, which is really something about Western history of World War II and earlier than that. The question on interventionism, madam, I agree with you. There's been a lot of it, too much. This is a different debate. But I also do believe that the Arab Spring was a positive type of radicalization, as Rida mentioned. I think these were reformist movements that were needed. And it's not all about the West. There's a lot of issues that were about the presence of authoritarianism that had to be dealt with. But on interventionism, I completely agree that it did far more harm than we tend to think. Et voilà, et pour terminer, monsieur, oui, je vous rejoins sur l'essentiel de ce que vous avez dit. On oublie effectivement que l'islam est une religion émancipatrice. Pensez au sort des femmes, des jeunes filles qu'on enterrait vivantes dans la Mecque anté-islamique. Et tout ce qui s'inscrit autour d'un concept qui est très démocratique, votre religion, vous-même et votre créateur. Alors tous les éléments de clergé qui n'existent pas en sunnisme, en chiisme, ils existent. Toute l'intercession qu'il y a ailleurs, qui est ce qu'elle est absente, ouvrant la possibilité du champ donc de l'éthique, de l'achievement personnellement, mais il se prête également précisément à un acteur politicien qui viendrait border ceci de ses propres radicalismes. Et c'est ce qu'on a vu monter très rapidement autour de ceci, à la faveur des dystrophies de la région,
des questions internationales et aujourd'hui de cette nouvelle génération qui est uber radicalisée, vraiment qui se donne les moyens dans un islam qui lui offre cette richesse, mais qui est utilisée négativement. Et pour vos recommandations, je vous rejoins là-dessus. Merci beaucoup. Thank you, Mahmoud. You've already answered all the questions. Reda, what's your main point you would like to add? Je voudrais simplement dire que l'islam est, nous avons dit, est une force sociale, politique aujourd'hui de première importance, mais elle, fondamentalement, c'est mon point de vue de chercheur, je travaille sur ces questions depuis longtemps, elle reste mal pensée de l'extérieur et de l'intérieur. L'islam est diffamé de l'extérieur et de l'intérieur par ceux-mêmes qui s'en réclament et qui agissent en son nom et qui commettent de la violence. Et donc le véritable défi, moi, si je dois situer le défi pour vraiment ne pas donner l'impression, nos amis, j'ai des amis politistes qui montrent de manière extrêmement brillante qu'en fait le religieux n'est qu'une couverture, mais ce sont fondamentalement des processus politistes qui sont à l'œuvre. Je suis en partie d'accord avec ça. Il se passe quand même quelque chose dans le monde de l'islam depuis quelque temps. On avait l'islam est une pluralité, un arc-en-ciel humain, mais il y a des forces aujourd'hui qui sont hégémoniques au sein de cet ensemble. Et le défi, je pense, est un défi intellectuel. Il faut reprendre les textes, il faut les repenser, il faut reproduire une nouvelle lecture, une lecture en phase avec le XXIe siècle. Tous ces gens qui se réclament de l'islam et qui agissent ici, qui sont des activistes, ont pour organon le rétroviseur. Et ils se reviennent aux salaf, aux pieux ancêtres. Nous voulons penser l'islam, la raison islamique de ce siècle et du siècle à venir, le défi de la pluralité, le vivre ensemble. C'est des notions qui sont très présentes dans l'islam. Ta'aruf, l'entreconnaissance, ta'ayush, le vivre ensemble. Et il y a des penseurs qui font un travail dans le monde islamique. Je pense qu'ils sont minoritaires. Il faut les faire venir, il faut discuter avec eux, il faut leur donner une chance de pouvoir les écouter et d'interagir. Nous avons fait ça à un colloque il y a 3 ans à HEID. Nous avons amené des philosophes, des penseurs comme Mohamed Chahrour, un Syrien que je considère comme le Spinoza arabe, Hassan Hanafi. Nous avons eu une intervention de Jamal Benna et d'autres et d'autres. Je pense que même sur ces questions, religion et pouvoir, religion et sécularisation, il y a des processus internes qui sont en train qui existent. Il faut essayer, depuis Genève, parce que malheureusement, il n'y a pas tant d'endroits en Europe où on a un regard un peu tranquille sur ces questions. Nous n'avons pas un rapport colonial au monde depuis ici. De mettre l'accent sur ce défi intellectuel, de repenser ces questions, voilà, de mettre une couche cognitive vraiment sur ces questions. Oui, merci Elsa. Dernier point. Je crois que je ne peux que rejoindre mes 2 panélistes sur vraiment cette nécessité de relever le débat, de vraiment revenir à poser la question mais de quoi on parle et de quel point de vue et d'où, et vraiment donner la parole à ceux qui sont les plus concernés. Mais en même temps, je pense que le but de mon intervention était de dire qu'au-delà du débat, de la recherche intellectuelle et de la recherche pratique, vraiment penser à ses conséquences sur le terrain, quels sont les points qui vont se voir sur le terrain, quelles sont les personnes affectées par tout cela, parce que c'est très facile d'être pris dans des guéguerres d'intellectuels. En France, on voit les Gilles Kepel et Olivier Roy qui se redonnent la parole incessamment, mais en même temps, il y a vraiment des conséquences sur le terrain et je pense qu'elles doivent toujours, en quelque sorte, être réintroduites. Thank you. I'm not summarizing this discussion because I think we could just continue for the next 2-3 hours, because I think the only thing I want to summarize is that I think we have seen it's not simple, and it's worth not to make it simple and really make the difference between you can ask the question in the après le panel au paneliste, because otherwise I'm getting beaten because of time. But I think it shows also that the richness of our alumni network to be able to have this kind of discussions. And I would like to thank you all, thank the panelists, but also want to thank our director, Philippe Beurin, who is here, for choosing this topic, and also for being a champion in the Geneva Gender Championship, and always having mixed panels, and also not only mixed in gender, but also mixed in age. And I think that shows it's a very rich discussion and a worth concept. Maybe 20 years ago, we would have sitting here only with 3 male professors of the same age. And I think that gives a richness. And thank you, Philippe Beurin, for choosing the panelists in this way. And thank you all for this rich discussion. And see you all a little bit later. Thank you.